Hassan Rachik, Madame Rachik, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'Institut néerlandais à Rabat. Marhaba bikoum. Je suis très honoré que vous êtes ici, que vous avez accepté notre invitation. Tout d'abord, un tout petit peu d'histoire. Je n'ai que 2 minutes, mais c'est Aziz Hlawa, notre cher ami et collègue, qui est responsable de cette rencontre. Aziz, il m'a parlé il y a 1 an de son idée de faire un film sur notre ami Hassan Rachik. Moi, j'ai connu Hassan Rachik durant mes études de licence à la faculté de droit de Casablanca en 1997, dans son cours devenu très connu sur la sociologie rurale et urbaine. Un petit mot pour dire dans quel contexte s'est organisée cette journée. Donc, j'étais intervenant auprès des étudiants de notre ami Lyon. Et c'est même sur une question d'immigration, justement sur l'usage de l'image en recherche en sciences sociales. Et donc, j'ai présenté mon travail sur les migrants, donc dans le cadre d'un film en cours de réalisation, à savoir, il s'intitule Demain l'Europe, pour une interrogation. Et donc, pendant le déjeuner, j'ai dit qu'à Lyon, je vais appeler cher Hassan parce que j'ai un projet avec lui de film. Un film donc sur le parcours de Hassan Rachik. Et il m'a dit, mais pourquoi on ne fait pas une journée, c'est bientôt la retraite, ou au son la retraite, pourquoi on ne fait pas une journée en hommage? Je dis, bah oui, c'est une excellente idée. Alors, premier atelier, on va avoir 3 intervenants. Donc, il y aura professeur Mohamed Mehdi, professeur Ahad Sibti, professeur Mohamed Tozi. Et ce que je vais présenter et dire à propos, surtout de l'ouvrage de Hassan Rachik, Devenir anthropologue chez soi, a fait l'objet d'une note de lecture quand j'ai lu le manuscrit de l'ouvrage que Hassan m'a envoyé. D'abord, je tiens à féliciter Hassan pour cette réalisation que j'ai trouvée très très originale et je pense que c'est un travail réflexif et inédit, peu commun, qui fera certainement date. Je serais très heureux si, par la suite, quelqu'un d'autre puisse rééditer ce travail. Et en tout cas, certainement pas moi. Je ne ferai pas ce genre de travail. Je suis sur un projet d'ouvrage que j'appelle Retour à Émilie, et qui d'ailleurs ne finit pas de finir. Et c'est également un retour sur un parcours de recherche, mais ce sera certainement très très différent de ce que Hassan a fait et a écrit dans cet ouvrage. Et certainement, je ne pourrais pas faire un essai d'autobiographie intellectuelle. Alors, pour faire vite, je dirais que Hassan ose des choses que je n'oserais pas. Déjà, en écrivant sur sa famille, il me l'a maintes fois demandé, et j'ai toujours refusé, parce que je suis dans la capacité de le faire, je suis dans la capacité de faire la sociologie de ma propre famille. Alors, dans ce qui suit, je vais vous livrer un certain nombre d'impressions qui sont inspirés par cette lecture et que j'ai organisé en quelques points. Le premier, qu'est-ce qui a rendu cette autobiographie possible? Deuxième chose, le plaisir que j'ai éprouvé à lire cet ouvrage en tant qu'initié, parce que je connais le terrain de Hassan et nous avons partagé ce terrain, on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc je suis un petit peu initié à tout ce qui a été écrit et c'est un ami avec qui j'ai partagé beaucoup de choses par le passé, depuis je dirais, pratiquement l'enfance. Le troisième élément, je vais parler de la singularité de l'anthropologue Hassan. En quoi Hassan est singulier par rapport aux autres anthropologues. La quatrième chose, je vais juste parler de la nécessité et de l'angoisse de la réflexivité. Pourquoi c'est nécessaire de faire d'un retour réflexif sur son propre travail et pourquoi c'est angoissant. Alors l'autre élément, je dirais que
en écrivant cette autobiographie, Hassan a écrit pour nous tous, ses amis. C'est-à-dire nous sommes des amis qui nous situons dans le premier cercle, parce que je vais expliquer qu'il y a plusieurs cercles autour de Hassan, et nous sommes dans le premier cercle. Donc voilà, il parle aussi en quelque sorte de nous. Et la dernière chose peut-être, c'est que comment l'autobiographie intellectuelle est un challenge, est un défi. C'est pas quelque chose de facile. Voilà les éléments sur lesquels je vais parler. Je voudrais signaler et rappeler que mon amitié avec Hassan Rachid remonte à la fin des années 80. À ce moment-là, nous avions un intérêt commun pour la sainteté. Hassan Rachid pour la sainteté à partir du terrain, du terrain, à partir de l'oralité, et parallèlement, je travaillais sur la sainteté à partir du contexte urbain et à partir des textes hagiographiques. Et je me rappelle très bien, notamment, notre présence, tous les deux, dans un colloque à Tunis, qui fut l'occasion donc d'un échange entre les deux. L'autre étape, ou l'autre jalon, ce fut la parution de l'ouvrage Min al-Shay ila al-Atay, que j'ai réalisé avec mon ami Abdelrahman Al-Khsassi. Il est paru en 1999 et Hassan Rachid a eu la gentillesse de présenter l'ouvrage nouvellement paru à la librairie Al-Karama. Alors je me rappelle de cet événement parce que Hassan Rachid avait attiré notre attention et mon attention, entre autres, sur le fait que le thé à la menthe au Maroc est abordé à la manière d'un fait social total, selon la formule célèbre de Marcel Mauss. C'est-à-dire qu'on l'a abordé au niveau de l'économie, du rituel, de l'imaginaire, de l'institutionnalisation, etc. Et donc, on avait fait sans nous en rendre compte. On a utilisé la méthode sans nous en rendre compte. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que mon travail ultérieur qui a porté sur le phénomène de la stada, dans le livre intitulé Ben al-Zattat wa Qat' al-Tariq, là j'ai appliqué, j'ai suivi de manière consciente cette approche du sujet comme fait social total. J'ai beaucoup réfléchi comment parler de Hassan sans parler de Hassan. Parce que parler de Hassan, c'est parler un peu de moi aussi, c'est parler de Mehdi, c'est parler d'une communauté. On en a parlé du concept de communauté scientifique. Et donc, et comment prendre des distances par rapport à cela. Donc, d'abord, je parle par fidélité. Fidélité à un parcours de 45 ans. Donc, j'ai connu Hassan quand on jouait au billes, donc en 64 exactement, en 1964. Je l'ai connu enfant, je l'ai connu adolescent, quand il est rentré de son voyage en Angleterre. Je l'ai connu étudiant à la fac, donc même si on avait un petit décalage, donc je l'ai connu au ciné-club, je l'ai connu au foot, et puis je l'ai connu comme collègue, je l'ai connu comme père bien sûr, comme père, parce qu'on a des liens plus que personnels, et puis je l'ai connu comme prof, comme collègue.
et comme compagnon de recherche. Donc il y a beaucoup de choses partagées, donc il fallait faire quelque chose de relativement intéressant, pas guimauve non plus, parce qu'il ne s'agit pas de l'accompagner vers sa tombe. C'est un hommage, et donc il doit être assez intéressant. The first theoretical questions in this work back to the oxymoron of global ethnography, as suggested in works like in Buraboy 2000, when I elaborated on the mutual shaping on the global and the local. Ethnography also concerns taking the whole ideology behind fieldwork and challenging it in terms of the various issues with the context of contemporary mobilities. All these themes are put on the table when bearing in mind the context of the research, macro processes, historical background, the type of site, the site place, the field, the case study, the viewpoint, colonial, post-colonial, from inside, from outside, the different mobility categories, and the theory construction, as Rashik always says, production of knowledge and type of theory, in this case, inductive theory. In ethnography, in which only little fragments are shown here, I have tried to understand the different movements of the subjects and the way, or the actors, if you like, and the way they understand their lives in different emerging scales and connection between communities in sites. I have also acknowledged how fieldwork represents an intrusion into people's life, in contrast to the role of researcher, that you don't have such intrusion, who can stay and go freely or even never return to the place of the site if he or she desires to do so. Thank you very much. Proche et le lointain se structure ainsi dans une forme d'inversion des relations entre enquêteurs et enquêtés pour former une structure d'échange où le chercheur lui-même devient un véritable acteur dans une situation de négociation permanente. Le travail de Rashik nous ramène vers le questionnement de la pertinence de la dichotomie ontologique insider-outsiders. La mise en cause de cette dichotomie n'est-elle pas le résultat de rapatriement des terrains par les universités occidentales? C'est pour ça qu'on parle aussi de cette question qui revient en force. Peut-être parce que tout semblait être plus loin, au moins, tout semblait être plus ou moins dit sur les terrains lointains. Peut-être aussi parce que les universités européennes occidentale ne parvient plus à financer des terrains lointains en raison de nombre croissant des anthropologues. C'est ainsi que l'anthropologie, tout en revenant vers son territoire, elle continue à privilégier des choix sur des groupes situés dans des positions subalternes, voire marginales au sein de la société globale. En fait, c'est comme si c'était des groupes des outsiders, en fait, en dehors, mais ils sont en fait locaux. On peut ainsi parler d'un étranger local produit par une démarche anthropologique de proche. Cependant, l'anthropologie de proche, quelle que soit l'unité de mesure de sa proximité géographique, sociale, culturelle, voire émotionnelle ou affective, reste potentiellement suspectée d'être du côté des terrains illégitimes. L'anthropologue voulant faire de son propre quotidien un terrain ethnographique se voit dès lors affublé de labels descriptifs de insider et est condamné en permanence à justifier le choix de son terrain. En fait, il est stigmatisé et il doit justifier inlassablement son terrain. Azul Flaoun, salam alaikum. Notre participation donc dans cette journée d'études s'inscrit dans le sillage des préoccupations académiques de Hassan Rashik, à savoir les questions identitaires. Dans l'avant-propos de son éloge des identités molles, paru en 2016, il a bien montré l'ancienneté de l'intérêt qu'il porte au sujet de l'identité, qu'il soit au milieu rural, avec les notions de tribu, communauté, village, nomade, et les différentes apparences qui en résultent, ou dans le contexte contemporain, avec les nouvelles manifestations identitaires
depuis le nationalisme, le salafisme, l'arabisme ou encore le mouvement amazigh. Donc son éloge, ça veut dire le livre, hein, son éloge constitue l'aboutissement d'une longue réflexion sur le concept d'identité et ses différentes manifestations selon les contextes historiques et socio-culturels. La notion d'identité, omniprésente dans les débats, est très difficile à définir avec précision. Pour des raisons méthodologiques, je dirais, on peut dire que c'est l'image que nous faisons de nous et l'image que nous faisons des autres, mais aussi l'image que les autres font de nous. Dans l'ouvrage de Rachir consacré à cette question, nous y relevons une série de types d'identité, individuelles ou collectives. Nous pouvons avoir une identité dure, molle, contextuelle, univoque, exclusive, totalitaire, plurielle, acquise, irritée, pure, cumulative, barbare, pensée, vécue, etc. Nous pouvons y ajouter identité rejetée ou cachée, revendiquée ou encore identité attribuée. Mais dans cette communication, nous utilisons l'expression de identité négociée pour traiter les articles de la Constitution marocaine de juillet 2011 définissant l'identité du Maroc. Pour être un peu rapide, c'est un peu ce qu'il a apporté Hassan, lui, à l'étude de la nation. Donc, Hassan, c'est le travail qu'il a écrit, c'est symboliser la nation, qui a été une série de conférences à la Fondation Al Saoud, qu'il a publié en 2003. Il a été publié en 2003, mais je pense que les conférences, c'est 2000 déjà, 2000, 2001. Ça va être... Donc, quand Hassan il a abordé la nation à l'époque, on sait l'état de recherche à l'époque, il y avait soit les récits officiels, ou les récits politiques, comme le monument volume de Jacques Kahn, c'est quand même un récit officiel un peu politique, la nation marocaine qui est depuis l'époque préhistorique jusqu'à l'époque moderne. Et il y a le travail le plus élaboré théoriquement, c'est celui de l'Aroui sur les origines nationales, sociales et culturelles du nationalisme marocain. Mais l'Aroui commençait à s'avérer les limites un peu, c'est dans le cadre des histoires et des idées. En même temps, il est beaucoup influencé par Anthony Smith, qui est le nationalisme ethnique. En fait, c'est comme si une ethnie qui se transforme en nation. Et le nationalisme, c'est plus, lui-même il le dit comme ça, c'est l'idéologie naturelle de la nation. Donc c'est vraiment dans une mécanique de transformation d'une ethnie à une nation. Et d'ailleurs, c'est comme on veut dire, c'est un habillage scientifique du nationalisme. Donc il donne un habillage scientifique du nationalisme. Donc c'est Hassan, quand lui il arrive en 2000 pour étudier la nation, donc il met un peu, c'est comme s'il bouleverse un peu le champ sur la nation pour dire que la nation en fait, elle n'existait pas. Donc c'est dans ce cadre, ça vient. Mais il inscrit lui dans toute une démarche, un peu c'est sur les usages des identités collectives au Maroc. Dans son travail d'ailleurs il a étudié la nation, après avec tout le groupe ils ont étudié un peu le mouvement amazigh et il continue surtout avec maintenant c'est avec lui-même, c'est-à-dire il l'applique à son histoire familiale et personnelle dans l'anthropologie du plus proche. Nous avons choisi de rendre hommage à Hassan par cette intervention en revenant sur une expérience que nous voulons partager avec vous toutes les trois. Mais rassurez-vous, on ne va pas dépasser nos 20 minutes imparties. Les premiers exposés ont surtout parlé des terrains de Hassan dans le monde rural. Mais il faut aussi savoir, et c'est Mohamed Touzi, on a parlé de Casablanca tout à l'heure, cette enquête sur les valeurs. Hassan a aussi travaillé dans l'urbain et il nous a accompagnés dans cette expérience que nous menons toutes les trois sur la ville de Casablanca, qui s'inscrit dans la continuité du livre que ce petit a déjà mentionné ce matin, à savoir ce livre sur Casablanca, figure et scène métropolitaine, qui était sous la direction de Mohamed Touzi et de Michel Peraldi. Je reviendrai brièvement sur le prisme méthodologique que nous avons choisi, qui est la présenter rapidement Fatma, l'entrée par le portrait. Alors en fait, dans la réflexion que nous menons, qui est une réflexion en gestation, elle n'est pas aboutie, et à chaque fois qu'on y pense, on doute encore. Et bon,
C'est comme ça qu'on a appris à réfléchir, qu'on nous a appris à réfléchir. Donc on continue à la fois avec conviction et dans le doute. Mais en fait, dans le cadre de cette réflexion, la ville de Casablanca, finalement, est à la fois centrale, mais aussi marginale. Elle est centrale parce que, on vous l'a dit, l'atelier est entièrement dédié à l'exploration de la métropole et à ses transformations. Hein, donc on s'intéresse au changement social. Mais elle est aussi marginale parce que finalement, dès le départ, Casablanca a aussi été un prétexte, un bon prétexte, pour mener la réflexion sur le portrait en tant qu'outil de savoir anthropologique. Donc moi, je vais revenir à Hassan al-Rachid. Je vais sortir de l'atelier et je vais revenir à Hassan al-Rachid. On va faire le lien. Parce que ces travaux sur cette question de collectif et de singularité sont très inspirants pour nous dans ce sens. Donc, je vais donner quelques exemples que Si Hassan a partagé avec nous lors de cet atelier, et aussi d'autres qui sont puisés dans ses écrits et qui reviennent sur l'importance de cette question du singulier. Donc il y a eu toute cette remise en question de l'approche globalisante, holistique. Mais je vais commencer par donner l'exemple du rituel, qui a été partagé par Hassan al-Rachid lors de l'atelier. Alors pour dépasser justement les descriptions des rituels qui sont fondés sur une perspective surplombante, mais qui n'intègre pas les spécificités particulières, et qui les font paraître comme figés. Hassan al-Rachid, en nous racontant par exemple la scène du Marouf, reste attentif à ces situations particulières. Donc il raconte une scène, par exemple, où il assiste à un Marouf, où il y a des personnes qui sont censées faire le rituel ne sont pas là, donc ils sont remplacés par d'autres hommes. Et qui s'engagent pour le faire, mais tout en restant à l'écoute de femmes qui étaient aussi présentes et qui leur chuchotent un peu ce qu'ils doivent faire. Peut-être que le passage de Hassan al-Rachid et de Mohamed Touzi au CM2S a créé une petite passerelle qui nous a permis de mettre côte à côte la faculté des lettres, Aïn Chouk, et la faculté de droit. Donc on était un peu, encore une fois, l'axe de ce passage, de cette communauté, de cette interaction entre nos étudiants, nos anciens étudiants avec qui nous étions méchants à la faculté de droit, et les jeunes étudiants avec qui nous étions très gentils à la faculté des lettres. Donc il y a cette communauté, il y a cette sous-communauté. Et il faudra... nous avons essayé à chaque fois, et je suis très content, que Fadma, Amal, Zakaria, Leila Bouassria et d'autres, on va dire, continuent la même tradition, sinon davantage. Ils s'impliquent avec leurs étudiants, ils sont sur le terrain, avec vraiment des ressources maigres, sinon nulles, mais bon, ils s'accrochent. Alors le deuxième, c'est l'émotion. On commence souvent par dire « je suis ému, c'était émouvant, je suis touché, je suis affecté », et c'est vrai. Sur l'émotion, c'est le parent pauvre de la description en anthropologie, en sciences sociales en général. On n'arrive pas, je ne suis jamais arrivé à décrire les émotions jusqu'à présent. Peut-être que cette rencontre sera une motivation supplémentaire pour aller décrire et prendre en charge cette dimension affective. Vous savez, Émile Durkheim disait « la raison s'est dégagée progressivement de la sphère des émotions ». Max Weber parlait de l'action affective, mais juste pour dire, bon, ça, c'est pas vraiment l'objet essentiel de la sociologie. Il faudra prendre comme objet l'action rationnelle, tout ce qui est affectif, même dans l'écriture. Max Weber vous dit, bon, et ça je le fais bien sûr pour certains textes, il ne faudra pas convoquer l'émotion du lecteur, mais sa raison. Quand est-ce qu'il faut convoquer l'émotion du lecteur, le pathos, et quand est-ce qu'il faudra convoquer la raison? Ça, bien sûr, moi je ne suis pas intégriste ni de l'option A ni de l'option B. Il y a des situations, bien sûr, peut-être. Lorsque je fais parler mon grand-père dans le
proche et le lointain. Il y a un passage, lorsque j'ai rencontré Suzanne Slemovic, qui l'a traduit, il m'a dit « Ça, c'est le meilleur passage de ton livre. Tu fais parler ton grand-père. » Et là, bien sûr, ce n'est ni la raison, parce que bon, faire parler son grand-père, moi, je n'ai pas connu mon grand-père. C'est pas de la diction ethnographique, il y a un informateur qui écrit, et puis un verbatim, non. On est dans l'émotion. Donc, il y a les deux, mais je tiens toujours à préciser que nous sommes trop faibles, trop fragiles, je ne m'exclus pas, à décrire les émotions. À prendre l'émotion de la femme célibataire, l'émotion des femmes divorcées, l'émotion des nationalistes lorsqu'ils disent « Vive la patrie ». Comment on prend en charge ça? Et ainsi de suite. Donc il y a cette dimension. Bon, je n'ai pas découvert ça aujourd'hui, bien sûr, mais bon, mais c'est l'occasion un peu d'en parler parce que l'émotion est au cœur de cette rencontre. Rien ne nous interdit dans un texte sérieux de consacrer 3, 4 pages, 5 pages à un récit émotionnel. Rien ne nous interdit ça. Sauf les grands positivistes, ceux qui prêchent la religion positiviste, où il faut être sérieux, il faut pas... Le jeu doit être... Je ne suis pas non plus contre ça, donc c'est une sorte d'équilibre. Alors hier, je me suis amusé j'ai dit comment une culture nomme les émotions. Comment dans une culture, quels sont les lexiques, quel est le lexique, quels sont les mots à partir desquels on décrit les émotions. Et ça, c'est une entrée magnifique, une entrée magnifique. Comment les Marocains décrire les émotions, la colère, la tristesse, etc. etc., etc. Je termine par... C'est pas un jeu de mots. Il y a des raisons pour l'émotion. Des fois, on oppose, et là, bien sûr, nous essayons de ne pas prendre au sérieux les oppositions binaires. Je répète toujours à mes étudiants, s'ils se rappellent de ça, que Mary Douglas a dit à ses étudiants, chaque fois que vous rencontrez une opposition binaire, méfiez-vous. Et l'hommage, pour moi, je termine par ça, je définis l'hommage comme étant l'expression collective d'une sympathie. Merci.